Cet après-midi, je vous raconte un vol réalisé sans armes, ni haine, ni violence, ni cagoule, ou la véritable histoire du plus grand hold-up de Staline. Comment 510 tonnes d'or espagnol se sont-elles retrouvées à Moscou en 1936 ? Le dictateur soviétique Joseph Staline a-t-il lui-même organisé le vol du trésor espagnol ? Et où se trouve cet or aujourd'hui ? Nous sommes à la fin de l'été 1936 à Madrid, quelques semaines à peine après le début de la guerre d'Espagne. Le 14 septembre au matin, un petit détachement d'hommes en armes et d'ouvriers pénètre dans le vaste immeuble de la Banque d'Espagne sous l'autorité du directeur du Trésor espagnol, Francisco Méndez Aspe. La troupe se fait ouvrir les coffres et les chambres fortes de la Banque centrale, là où sont stockés les milliers de tonnes de métal précieux qui servent à garantir la devise espagnole, la peseta. De l'argent, mais aussi et surtout de l'or par dizaines, par centaines de tonnes, abrités dans les caves de l'équivalent espagnol du Fort Knox américain. On ne déménage pas tout l'or d'Espagne comme ça, mais en quelques jours, l'affaire est pliée. Le travail est achevé. Wagon après wagon, des centaines de caisses d'or quittent alors Madrid depuis la gare d'Atocha pour rejoindre la côte méditerranéenne. Là, loin du front, le précieux chargement est mis à l'abri dans les profondeurs de l'arsenal de la Algameca, une vaste poudrière creusée dans les falaises qui domine la rade du port de Carthagène. Mais l'or espagnol commence tout juste là, un étonnant périple. Alors que les combats se durcissent dans toute l'Espagne, un nouveau balai logistique se met en place dans la deuxième quinzaine d'octobre. Chaque nuit, à l'abri des regards des avions ennemis, des camions soigneusement bâchés font la navette entre les profondeurs du vieil arsenal et les docks. Un vaste travail de transbordement commence alors, tandis que des équipes de matelots et de militaires se relayent pour charger quelques 7800 caisses de bois dépourvues de la moindre marque, depuis les quais jusque dans les caves de 4 cargos à Marella, le Neva, le Kim, le Volgorsk et l'Iruso. Le chargement est parfois interrompu par les bombardements ennemis et il faut plusieurs jours pour embarquer cette immense fortune. Mais au début de la dernière semaine d'octobre, les 510 tonnes d'or ont été déplacées. Une masse invraisemblable qui représente un demi-milliard de dollars américains de 1936. Quelque chose comme 13 ou 14 milliards d'aujourd'hui. Le 28 octobre 1936, les 4 navires quittent discrètement les côtes espagnoles pour une destination gardée soigneusement secrète, Odessa, sur les bords de la mer Noire. Mais l'or n'a toujours pas fini sa longue odyssée, qui ne s'achève que quelques semaines plus tard, lorsque les 7800 caisses parviennent enfin à leur destination finale, Moscou, au cœur de l'URSS de Staline. Mais pourquoi la République espagnole, certes gouvernée par la gauche, mais parfaitement capitaliste, a-t-elle choisi d'acheminer son or au beau milieu de la capitale soviétique ? Pour comprendre les raisons qui amènent la République espagnole à expédier son or à plusieurs milliers de kilomètres de Madrid, il faut revenir au début de la guerre civile quelques semaines plus tôt. Au moment où les 4 navires soviétiques quittent Carthagène pour le port d'Odessa, fin octobre 1936, 2 Espagnes bien différentes s'affrontent depuis le milieu du mois de juillet. D'un côté, le pouvoir issu des urnes, celui de la Deuxième République espagnole et du Frente Popular, autrement dit le Front populaire, une alliance des partis de gauche. Et de l'autre, le camp nationaliste. Entre ces deux bords que tout oppose, la politique, la religion, les mœurs et la politique étrangère, le conflit couve de longue date. Mais le 18 juillet, lorsqu'une partie de l'armée se soulève, sous les ordres du général Franco, la guerre civile devient une réalité. Le pays se déchire entre les républicains et des putschistes qui maîtrisent vite la moitié du pays, de la Galice à la Navarre, en passant par la Castille. La plupart des grandes villes comme Barcelone, Valence ou Madrid restent républicaines, mais le front se rapproche dangereusement de la capitale madrilène au cours des premières semaines du conflit. Dans l'Europe des années 30, la situation espagnole inquiète bien au-delà des frontières du pays de Cervantes. Le continent est lui-même divisé. D'un côté, les grandes démocraties occidentales comme la France et l'Angleterre, de l'autre, 2 dictatures, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Adolf Hitler. À l'Est, enfin, l'Union soviétique dirigée sans partage par Joseph Staline depuis la fin des années 1920.
Faut-il intervenir ou non? Lorsque la guerre civile éclate, chaque grande puissance porte un regard différent en fonction de ses propres intérêts ou de ses enjeux politiques internes. Partout, en Europe, le camp nationaliste pousse en faveur des insurgés du général Franco, tandis que les partis de gauche militent pour un soutien au Frente Popular, le pouvoir légitime. Partout à gauche, l'insurrection déclenche une vague de sympathie pour les démocrates espagnols en lutte. Et du côté de Moscou, bien sûr, on estime que l'Union soviétique se doit d'en prendre la tête. Après tout, la patrie de la révolution prolétarienne ne cache pas son ambition de soutenir la lutte au niveau international. Très vite, le Comintern se prononce en faveur de l'aide à Madrid. Dans le monde entier, cet organisme international sert en quelque sorte de courroie de transmission et de relais d'influence à la politique soviétique. Partout, les mouvements communistes lancent des collectes, fondent des comités de soutien et organisent des manifestations en faveur de l'Espagne républicaine. C'est dans ce contexte que naissent les brigades internationales, ces bataillons de volontaires armés qui s'engagent aux côtés des armées républicaines. Mais les guerres ne se gagnent pas qu'avec des hommes, aussi courageux soient-ils. Il faut des armes, du matériel et des munitions. Reste à se les procurer. Et pour cela, il faut de l'argent. Oui, et des fournisseurs aussi. Pour l'argent, la République espagnole n'en manque pas vraiment, bien au contraire. Elle est assise sur une réserve d'or presque inimaginable, accumulée pendant la Première Guerre mondiale. Un conflit dont l'Espagne s'est tenue soigneusement éloignée. Rien qu'à Madrid, on estime que les tonnes de métal précieux stockées dans les caves de l'Hacienda, le bâtiment de la Banque d'Espagne, représentent la bagatelle de 718 millions de dollars de 1936, l'équivalent de 13 milliards aujourd'hui. C'est tout simplement la 4e plus grande réserve d'or du monde. Le problème se pose plutôt du côté des fournisseurs. Très vite, la République espagnole comprend qu'elle risque d'être victime des atermoiements des grandes démocraties, la France et l'Angleterre en tête. Dans une Europe à couteau tiré, ni Londres ni Paris ne veulent risquer un nouveau conflit majeur. Pas question d'intervenir militairement. Pas question non plus de vendre du matériel militaire aux républicains espagnols. En Angleterre comme en France, où le Front populaire est déchiré entre les partisans d'une intervention rangée derrière Léon Blum et ceux qui s'y opposent, les radicaux, c'est le camp de la neutralité qui l'emporte. Le 25 juillet 1936, la France renonce à fournir des armes aux belligérants. Mais le même jour, Hitler autorise l'envoi d'une première cargaison d'avions avec leurs équipages, leurs instructeurs et leurs mécaniciens. 48 heures plus tard, des moyens logistiques partent cette fois d'Italie pour alimenter l'arsenal franquiste, quitte à se cacher d'ailleurs derrière toute une série de sociétés écrans. Une semaine plus tard, le 1er août 1936, lorsqu'Hitler et Mussolini signent sans état d'âme un accord international de non-intervention qui n'existe que sur le papier, officiellement, ni l'Allemagne ni l'Italie n'aident directement Franco. Mais chacun sait que les deux dictatures ne se privent pas d'alimenter les troupes franquistes quand elles ne profitent pas du conflit pour tester leurs propres armements, comme à Guernica. Bombardé par les avions allemands, le petit village deviendra l'emblème d'un des plus grands crimes de guerre nazie, immortalisé par le pinceau de Picasso. À la fin de l'été 1936, l'Espagne républicaine se retrouve d'autant plus seule que la situation se complique. Les rebelles franquistes ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale et Madrid affronte une double urgence. Il faut sauver l'or de la République d'une part, trouver des armes et des munitions d'autre part. Lâchée par la France et par l'Angleterre, coupée des marchés de l'armement, la République espagnole n'a plus guère le choix. Pour équilibrer ses chances, il ne reste plus qu'à répondre aux appels du pied de Staline. Reste à savoir à quel prix. Alors que la percée des franquistes se précise à la fin de l'été 1936, la première urgence est d'évacuer les réserves d'or loin de Madrid d'abord, à l'étranger ensuite. Pourquoi à l'étranger ? Parce que ça permet de protéger le précieux métal des avancées franquistes. Ensuite, parce qu'une fois en sécurité, il peut servir de dépôt de garantie pour se procurer les armes nécessaires. En sortant lors d'Espagne, le camp républicain veut pouvoir acheter le matériel dont elle a besoin pour rivaliser avec l'arsenal ennemi. Des navires, des avions, des canons, des mitrailleuses, des munitions. Transférer l'or est un acte qui se veut pragmatique, mais le choix de l'URSS n'en reste pas moins curieux. La Russie est un pays lointain. L'URSS se distingue par sa bureaucratie et en dehors de ses partisans, personne ne peut ignorer que Staline est un dirigeant
qui ne s'embarrasse pas de scrupules. Lorsque Staline décide d'entrer dans la danse, c'est d'abord pour pousser ses pions. Il commence par ouvrir la première ambassade soviétique de l'histoire à Madrid, et très vite, dans les pas de l'ambassadeur russe Marcel Rosenberg, toute une tripotée d'agents, de conseillers, de diplomates et de journalistes, entre guillemets, s'installe dans la capitale espagnole. Autant d'agents qui s'empressent d'entrer en contact avec le Parti communiste espagnol, qui compte déjà 2 ministres au sein du gouvernement du Frente Popular, dirigé par le socialiste Largo Caballero. La décision est pourtant prise, et sur le papier, elle semble plutôt simple. En réalité, l'opération est complexe pour des raisons politiques, symboliques et logistiques. Politiquement, assumer un choix pareil n'est pas simple, et d'ailleurs personne ne sait vraiment qui a décidé de lancer le processus déclenché très tôt, dès les premiers jours de la guerre. Ce qui est certain, c'est que seul un tout petit cercle est impliqué dans cette décision lourde de conséquences. Sur le plan administratif, l'ordre émane du président du Conseil espagnol, Largo Caballero, mais rien n'est évidemment décidé sans l'accord du ministre des Finances, Juan Negrín, un homme dont l'épouse est russe, soit dit en passant, et qui pourrait bien être à l'origine de l'idée même du départ de l'or vers l'Union soviétique. Pour le reste, si l'urgence justifie sans doute quelques entorses, la décision frôle l'illégalité. Décidée par un cercle restreint, l'opération reste confidentielle au point que le Parlement espagnol, les Cortes, n'est pas consulté. Même le président de la République espagnole, Manuel Alzana, prétendra n'avoir été prévenu qu'une fois le transfert réalisé. À ces sérieuses entraves à la vie démocratique s'en ajoute une autre nettement plus grave sur le plan institutionnel. Comme la plupart des banques centrales, la Banque espagnole est une autorité indépendante. Autrement dit, le gouvernement espagnol n'a pas la maîtrise de ses réserves. En plaçant la banque devant le fait accompli, c'est à une sorte de nationalisation silencieuse que la République se livre, au mépris de toutes les règles en vigueur. Qu'on prenne ou non la peine de préserver les apparences, la décision des autorités républicaines pose un sérieux problème que le camp républicain justifie dans un décret du 30 août en avançant des circonstances exceptionnelles. Face à l'insurrection, il s'agit, je cite, de pouvoir développer la lutte avec l'envergure et l'intensité qu'exige l'écrasement de l'exécrable rébellion. Alors, pour sauver la République, l'or doit partir. À la fin de l'année 1936, c'est fait. Passé par Carthagène et par Odessa, 510 tonnes d'or espagnol arrivent à Moscou. Sous le regard attentif de l'ambassadeur espagnol en Russie, Marcelino Pasqua, elles rejoignent les coffres du commissariat du peuple pour les finances. La dernière étape commence alors, le décompte exact des richesses ainsi déplacées. Un comptage qui s'annonce fastidieux en raison du nombre de caisses à dépouiller, mais pas seulement. La nature même du trésor espagnol rend l'opération délicate. Quand on imagine des réserves d'or, on pense inconsciemment à celui que James Bond protège dans Goldfinger, des centaines de milliers de lingots de métal doré. Dans le cas du trésor espagnol, la réalité est quelque peu différente. Dans les 15 571 sacs d'or recensés à Moscou, il n'y a que 64 lingots, une broutille face au véritable trésor, sorti tout droit d'un roman de piraterie. L'or espagnol, c'est de la monnaie, des dizaines, des centaines de milliers de pièces d'or de tous les temps, de toutes les origines. Ce qu'on abrite dans les caves de Moscou, c'est le Graal d'un boucanier, le rêve éveillé d'un forban des Caraïbes, des cascades de doublons, de louis d'or, de francs des 2 empires, de dollars américains, de pesetas et de livres sterling, de florins hollandais et de francs suisses. Certaines monnaies rares, d'ailleurs, valent bien davantage que leur simple poids en or, ce qui ne simplifie pas la tâche titanesque des comptables et des numismates. Quoi qu'il en soit, si l'or de Madrid est à Moscou, il est en dépôt. Il reste évidemment la propriété de l'Espagne, qui reste libre de réexporter ou de disposer de l'or à sa guise. Enfin, normalement. En Espagne, pourtant, lorsque l'information fuite et qu'on apprend que le trésor espagnol est parti pour Moscou, beaucoup expriment déjà leurs craintes jusqu'au cœur du camp républicain. Pour ces voix dissonantes, Madrid a passé un pacte avec le diable, dans un drôle d'engrenage qui pourrait bien virer au marché de dupes. Des craintes justifiées d'ailleurs. Après avoir été informé de l'arrivée de l'or, Staline se serait exclamé en privé, je vous le dis en français, « Les Espagnols ne reverront plus jamais leur or, aussi vrai qu'ils ne verront pas leurs oreilles. » Les choses semblent pourtant se mettre en place. Partout en Europe, Moscou crée des sociétés d'import-export qui achètent un peu partout des stocks d'armes et de munitions avant de les revendre à l'Espagne
contre monnaie sonnante et trébuchante. Et après tout, que l'URSS se fasse payer en dépit des grands discours sur la solidarité internationale contre le fascisme passe encore. De leur côté, les Allemands et les Italiens font bien payer les franquistes, mais avec une solide nuance. La facture ne sera réglée qu'au lendemain de la guerre. L'URSS, elle, veut être payée tout de suite. Et le fait que l'or de la République espagnole dorme dans ses coffres la place évidemment en position de force. Mais la véritable question, c'est de savoir si l'Espagne républicaine paye le juste prix de ce qu'elle obtient à tous les niveaux. D'abord, il n'y a pas de petits profits, même au pays des soviets. Certains ne se privent pas de souligner que Madrid paye très cher son matériel, d'autant plus cher que l'URSS ne se prive pas de jouer sur les cours du change du rouble vers la peseta. Ensuite, la question de la qualité de ce matériel se pose clairement. Acquis sur des marchés de seconde main à Bruxelles, Prague, Varsovie, New York ou Mexico, le matériel et les armes livrées sont souvent vieillots, périmés ou de mauvaise qualité. Des fusils vieux de 40 ans, des avions d'un autre âge, des canons qui chauffent trop vite. Les fournitures expédiées sont souvent dépassées et l'industrie russe de l'armement, elle, réserve le gros de sa production à l'armée rouge. Mais le véritable piège est ailleurs. En aidant l'Espagne, l'URSS a un objectif précis, étendre sa sphère d'influence. Depuis Moscou, Staline entend bien peser sur la vie politique espagnole et pour cela, il dispose de l'homme idéal sur le terrain, le colonel Alexandre Orlov. L'homme qui semble sorti tout droit d'un album de Blake et Mortimer n'est pas n'importe qui. Fidèle du régime, l'homme s'est fait un nom en pourchassant sans l'ombre d'un scrupule les opposants de Staline, à commencer par les partisans de Trotsky. À Madrid, il occupe un poste de premier plan, patron de l'antenne du NKVD, l'héritier de la sinistre GPU et le prédécesseur du KGB. Autrement dit, Orlov est le patron de centaines d'espions, d'informateurs et d'agents russes qui fourmillent dans toute l'Espagne. Grâce à ces agents et par l'intermédiaire du Parti communiste espagnol, l'URSS exerce une influence de plus en plus puissante sur l'exécutif républicain et le piège se referme. En plaçant son or entre les mains russes, Madrid s'est d'une certaine manière lié les mains. L'Union soviétique a, elle, toutes les cartes dans les siennes. D'un instant à l'autre, et même si tout a déjà été payé, elle peut décider de ralentir ses livraisons ou de n'envoyer aucun matériel tant que le gouvernement de la République n'accepte pas de concéder aux communistes espagnols ou étrangers des postes militaires et politiques importants. L'armée républicaine, comme les brigades internationales, sont sous influence, et bien souvent le matériel le plus performant est savamment fléché vers les unités contrôlées par des officiers communistes. Pire encore, l'URSS profite de la guerre civile pour régler quelques comptes, en pourchassant les opposants à Staline, trotskistes et anarchistes en tête. Les disparitions, les meurtres et les éliminations plus ou moins discrètes se multiplient dans le camp républicain, déchiré par les luttes intestines. Au sein des brigades internationales, les agents de Staline ont au fait d'accuser leurs cibles d'espionnage ou de désertion pour mieux les liquider. L'effet de ces ingérences est délétère. Les armes tant attendues arrivent mal et les soviétiques envoient ce que bon leur semble ou bon leur semble sans aucun contrôle. L'Espagne est pieds et poings liés et le NKVD, lui, est presque un État dans l'État. Et le 15 mai 1937, lorsqu'un Largo Caballero, ulcéré de ses ingérences, démissionne de la présidence du Conseil au profit de son ancien ministre des Finances, Juan Negrín, le poids des communistes fait écrasant. Malheureusement pour Madrid, cette domination se révèle mortifère. Ravagé par ses règlements de compte internes, le camp républicain s'affaiblit à vue d'œil. Dans les provinces contrôlées par les républicains, les prix sont multipliés par 15 et la crise financière se durcit jour après jour, dopée par le départ des réserves d'or vers Moscou. À l'hiver 1938, la catastrophe qui couvait depuis des semaines explose au grand jour. Le 25 janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des franquistes et toute la Catalogne avec elle. Pour l'Espagne républicaine, c'est le début de la fin, une tragédie qui se solde par la défaite complète de la République. Le 31 mars 1939 et par un bilan terrifiant de 200 000 morts en moins de 3 ans. Tandis que l'ère du franquisme commence, la prédiction de Staline se concrétise. L'Espagne ne reverra jamais son or. Mais si le dictateur soviétique a réussi son coup, il lui reste encore à faire disparaître les preuves.
Même dans une dictature comme l'URSS, le sujet de l'or est un sujet bouillant. Et Staline le sait très bien. On ne déménage pas plusieurs centaines de tonnes d'or et on ne s'en sert pas de levier contre un État libre sans devoir préserver les apparences. Il a fallu respecter les formes, signer des protocoles, produire des formulaires, gérer la logistique et donner des ordres. Bref, il a fallu laisser des traces. Mais Staline n'aime pas laisser de traces. Alors, il faut éviter les fuites et faire taire les indiscrets. À Moscou, comme en Espagne, les purges commencent. Tout au long de la chaîne administrative et logistique, des responsables sont convoqués pour des entretiens dont on ne les voit pas ressortir. Une mutation se transforme en déportation. Une promotion cache une exécution sommaire. Cette chasse à ceux qui savent ne touche pas que les seconds couteaux. Au contraire, Rosenberg, l'ambassadeur soviétique en Espagne, est exécuté en 1938, comme le consul russe à Barcelone et bien d'autres avec lui. Plus on est haut placé, plus la menace est tangible. Mais à ce petit jeu, Staline va tomber sur plus roué que lui. L'homme qui a géré le volet espagnol de l'opération depuis Madrid, le colonel Orlov, est bien placé pour savoir que la paranoïa de Staline n'épargne personne. Depuis l'été 1936 en Espagne, c'est lui qui s'occupe de faire disparaître ceux que le dictateur veut voir disparaître, des trotskistes aux anarchistes. Alors, lorsque Orlov apprend qu'il est soudainement convoqué à Moscou quelques semaines après la mort inexpliquée de son supérieur direct, il flaire le piège. Plutôt que de rejoindre Moscou, l'homme qui a piloté le transfert de l'or espagnol décide de changer de crèmerie. Orlov commence par prélever 60 000 $ dans les caisses du NKVD, puis file en France avec sa femme et sa fille avant de passer au Canada. De là, le maître espion fait envoyer un message on ne peut plus clair au Kremlin. Il a pris ses précautions. Qu'il meure dans des circonstances, disons, curieuses, et l'identité de centaines d'agents soviétiques de premier ordre sera automatiquement transmise aux services d'espionnage des pays où ils sévissent. On imagine facilement la rage de Staline, mais le petit père des peuples a les mains liées lui aussi désormais. Consigne est passée de laisser son ancien espion tranquille. La dernière pirouette de l'affaire de l'or espagnol, c'est sans doute celle-ci. Le colonel Orlov, l'âme damnée de Staline, a pu refaire presque tranquillement sa vie aux États-Unis dans l'après-guerre, au nez et à la barbe des services américains. Jusqu'aux années 60, ni le FBI ni la CIA n'a compris que le tranquille petit émigré russe, le bon père de famille débonnaire, n'était autre que l'un des agents les plus meurtriers de l'appareil stalinien et la cheville ouvrière d'un des plus grands hold-up de l'histoire. Europe 1, historiquement vôtre. François Kersaudy, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La fuite d'Alexandre Orlov, incroyable et ultime pirouette dans l'affaire de l'or espagnol. Comment a-t-il terminé sa vie, cet Orlov? Lui, l'espion et le principal exécutant non seulement du transfert de l'or espagnol, mais aussi de la chasse aux opposants de Staline en Espagne. Qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? Écoutez, il a terminé assez tranquillement, si on peut dire, pour quelqu'un qui était recherché. Il a bénéficié de la protection des Américains qui l'ont pris en fait pour un réfugié, quelqu'un qui avait compris que le communisme c'était pas bien et qui, à ce titre, méritait considération et protection. Ils n'ont jamais compris qu'il s'était fait tromper du début jusqu'à la fin. Et même quand il est mort, on a même au Congrès chanté ses louanges, un homme admirable à qui on doit beaucoup, alors qu'en fait il les a bernés du début jusqu'à la fin. C'était un homme très intelligent, en plus d'être un criminel contre l'humanité. Les deux sont pas incompatibles. Et ce qu'il leur a fait croire, en fait, c'est que il avait été scandalisé par les crimes de Staline. Il en a même fait un livre sur l'histoire des crimes de Staline, et que donc il n'était plus du tout communiste, ce qui valait mieux dire à l'époque aux États-Unis. Et pratiquement tout ce qu'il a dit aux commissions d'enquête américaines, tout est mensonger. Même sa propre biographie, même son lieu de naissance, même sa date de naissance, tout est faux. Et les Américains ont pratiquement tout gobé sans curiosité excessive, alors qu'il était dénoncé dans de nombreux livres. C'est ça qui est curieux, parce que parmi notamment les communistes espagnols, beaucoup avaient écrit leur mémoire.
Donc le FBI avait les mémoires même dans sa bibliothèque et il ne le lisait pas. Et donc ils n'ont jamais compris qui était vraiment Orlov, ni le fait que en fait Orlov leur cachait l'essentiel, c'est-à-dire qu'il connaissait le nom des principaux agents soviétiques aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne. Et il s'en est très bien tiré comme ça. S'il avait parlé, évidemment, on aurait démasqué beaucoup plus tôt à la fois Philby, McLean, les espions atomiques, etc. Il savait tout, cet homme-là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Staline avait décidé de le laisser tranquille, parce que, évidemment, si c'était révélé, tout son réseau d'espionnage en Occident tombait. Où est passé cet or espagnol aujourd'hui? Où sont les 510 tonnes d'or? Mais écoutez, au départ, dans les caves du trésor soviétique, et depuis, alors qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça a été fondu? Est-ce que ça a servi à payer les dettes de l'Union soviétique, à payer les mouvements pro-communistes dans le monde entier, les importations agricoles au moment où l'agriculture soviétique n'allait pas fort, etc. Ils ont vendu énormément d'or. Est-ce que ça en fait partie? On n'en sait rien du tout. Personne n'a pénétré dans les coffres soviétiques. Et ceux qui étaient au courant, d'ailleurs, à l'époque, donc en 38-40, la plupart ont tous été éliminés, ce qui n'est même pas une coïncidence. Et tous ceux qui étaient au courant étaient de trop, donc ils ont disparu. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les 510 tonnes d'or, quand on essaye de donner une valeur approximative, on ne prend que le poids de l'or. Or, ce qui compte, c'est la valeur numismatique de tout ça, parce qu'il faut voir que la plupart, alors il y a de tout évidemment, il y a des trésors de l'église, il y a des bijoux, etc., mais surtout il y a énormément de pièces qui sont arrivées d'Amérique du Sud depuis le XVe siècle, donc vous avez des doublons, des réals, des écus, des ducats, des couronnes, etc., donc la valeur numismatique étant très supérieure à son contenu en or. Et donc si ça avait été écoulé par des experts et petit à petit, évidemment, ça aurait rapporté beaucoup plus que le poids de l'or. Ça a peu de chances d'être arrivé, tout simplement parce que sur le marché numismatique, on les aurait repérés. Donc, il est possible que ça ait été fondu, ou alors ils y sont toujours, ce qui est également une possibilité. Avec l'Union soviétique, il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas. Jamais aucun gouvernement espagnol n'a réclamé, après la... Si, régulièrement. Ils ont réclamé et on leur a répondu dans le plus pur style soviétique du temps de Brejnev que, en fait, pas du tout. Tout ça devait financer donc les armes magnifiques fournies par l'URSS. Et d'ailleurs, la République espagnole avait fait un emprunt d'un certain nombre de dizaines de millions de dollars et que donc, en fait, ce sont les Espagnols qui étaient redevables. Et ça, c'est la bonne foi soviétique habituelle. Et donc, les Espagnols ont renoncé, évidemment, parce que dans ces questions-là, il n'y a que les rapports de force qui comptent. François Kersaudy, l'histoire de cet or de Moscou, vous le racontez au milieu de nombreuses autres histoires dont certaines font froid dans le dos, je dois dire, dans votre livre « 10 faces cachées du communisme ». D'abord, comment se fait-il que les réserves soient si colossales en Espagne, 510 tonnes? Et surtout, pourquoi l'or n'est-il pas stocké sous forme de lingots? Vous me l'avez un peu dit, il y avait des pièces de l'Empire, de l'ancien Empire espagnol qui sont arrivées. Mais comment rien n'avait été organisé ou transformé ou il y avait même des bijoux? C'est les bijoux, les pièces, les articles du culte, etc. Tout ça était en dépôt à la banque. Donc le gouvernement n'avait pas du tout l'autorité pour faire cela. Et en plus, ça aurait été du vandalisme de fondre des choses pareilles. Leur valeur était bien supérieure à leur poids en or. Je le disais tout à l'heure, la valeur de ce trésor, c'est équivalent d'environ 13 milliards de dollars aujourd'hui. Mais donc,
Vous l'estimez à combien si on prend la valeur numismatique de ces pièces, de ces reais, de ces doublons, de ces florins? Dans l'ensemble, il faudrait multiplier par au moins 4. Mmh. Ce qui motive les républicains espagnols à exfiltrer cet or, je le disais dans mon récit, c'est notamment le besoin d'acheter des armes. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'autre option que se tourner vers l'URSS pour cela? En France, à l'été 36, c'est Léon Blum qui est au pouvoir avec le Front populaire. La France n'a pas été une option pour l'Espagne à ce moment-là? On n'était pas en mesure de vendre des armes à l'Espagne? C'est-à-dire que publiquement, pour des problèmes de politique intérieure, les Français comme les Britanniques s'étaient mis d'accord sur une politique officielle de non-intervention dans la guerre. Parce que il fallait pas avoir l'air belliqueux, il fallait pas se heurter de front aux Allemands, et par conséquent, ça voulait pas dire qu'ils ne fournissaient pas d'armes, ça voulait dire qu'ils les fournissaient si secrètement que les quantités étaient ridicules. Et donc il fallait se tourner, il fallait chercher ailleurs. Mhm. Peut-être on peut parler de l'homme qui, semble-t-il, a pris la décision d'envoyer l'or espagnol à Moscou, Juan Negrin, qui est le ministre des Finances espagnol. C'est un professeur de physiologie qui n'avait aucune compétence en économie, écrivez-vous. Mais alors comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Il a été influencé pour accepter une opération pareille qui, et vous le rappelez dans votre livre, et je l'ai dit tout à l'heure, était totalement illégale. Oui, totalement illégal, absolument. C'est passé à la faveur, si vous voulez, du brouillard de guerre, si on peut dire. Quant à Negrin, il avait une femme soviétique et donc il était très accessible à leur propagande. Il était assez pro-communiste, il faut reconnaître. Et on l'avait mis là un petit peu faute de mieux, parce qu'il fallait se débarrasser du précédent Premier ministre, Largo Caballero, et donc c'était celui qui était le plus accessible à l'influence soviétique. Donc c'était grâce aux manœuvres des soviétiques qu'on avait pu le placer là. François Kersaudy, je parlais tout à l'heure de la mauvaise qualité des armes que l'URSS a fini par envoyer à l'Espagne. Quel est le problème avec ces cargaisons? Pourquoi même les militants communistes espagnols, vous le racontez dans votre livre, sont gênés aux entournures quand ils voient le contenu des cargaisons? Oui, à la fois parce que elles sont totalement insuffisantes quand on voit ce qui est déchargé par les cargos soviétiques. On voit que ces cargos auraient pu en apporter 50 fois plus. Donc même les communistes, effectivement, sont un petit peu catastrophés. Et puis il y a une question de qualité. Cet armement, beaucoup de l'armement qui est fourni, on s'est débarrassé de stocks qui datent de la guerre civile, et même d'avant la Première Guerre mondiale pour certains canons et certains fusils, et puis d'autres choses qui sont d'assez mauvaise qualité. Et puis, autre catégorie, des armes qui sont de bonne qualité, mais à partir du moment où on s'aperçoit qu'elles fonctionnent bien dans la guerre, on les retire. Le cas, par exemple, ils envoient des biplans, des Polikarpov, ça s'appelle Polikarpov, des I-15, et puis des monoplans I-16. Eh bien, les I-15 sont totalement démodés et inefficaces. On les laisse en Espagne. Les monoplans sont plus efficaces. Donc, on les rapatrie parce que il faut pas que l'Occident les voit ou puisse en capturer un exemplaire. Mmh. Oui. Et puis même chose pour les chars légers, les T-26. On voit bien qu'ils ne résistent pas à l'artillerie. Donc c'est un banc d'essai, c'est exactement comme Hitler. Hein. C'est pas dans les livres d'histoire, mais on disait Hitler et Mussolini essayent leurs armes en Espagne. Et bien Staline fait très exactement la même chose. Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de l'escroquerie? C'est-à-dire le différentiel entre la valeur des 510 tonnes d'or et la valeur des armes, en mauvais état ou en tout cas non efficaces envoyées par l'URSS? Oh, sans doute 1 à 1000. Ah oui, c'est fou. On a parlé tout à l'heure d'Alexandre Orlov, l'espion soviétique qui a supervisé la fuite des pièces d'or espagnoles. C'est aussi lui qui a organisé la chasse aux opposants espagnols de Staline. Ce sont les premières purges et elles commencent dès 1936. Qui est visé par ces purges et combien d'hommes, à votre avis, ou femmes ont été victimes de ces purges?
des purges à l'intérieur du système Oui, ou des purges à l'intérieur de la République espagnole? dans la République espagnole. Alors, dans la République espagnole, alors là, vous êtes largement dans la dizaine de milliers. C'est gigantesque, Ah hein. oui. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez des ouvriers, vous avez des vieux membres du Parti socialiste, vous avez des anarchistes, des syndicalistes, diverses sortes de trotskistes. Les membres du POUM, vous savez, le Parti ouvrier unifié marxiste-léniniste, mais vous avez aussi des aviateurs, vous avez des journalistes, vous avez des volontaires des brigades internationales, vous avez des fournisseurs d'avions et de matériel de guerre, parce qu'il ne faut pas qu'ils parlent, etc., etc. Donc tous ces, voilà, on en fait disparaître des quantités, et puis vous avez de très bons communistes, et là c'est pour des raisons moins claires, parce qu'ils en savent trop, parce qu'ils ont été trop liés au prédécesseur de Yezhov, le chef du NKVD, Yagoda, parce qu'ils étaient juifs, parce que, enfin, il y avait, avec Staline, on ne sait jamais, mais il y avait des tas de raisons accumulées, que ces gens étaient de trop, peut-être aussi qu'ils étaient en rapport avec les trotskistes, parce que quand même, c'est l'obsession du moment, Oui. l'obsession de Staline. Et puis c'est les militaires, ils se méfient énormément des militaires. Donc voilà, il y a, dans le doute, il vaut mieux en éliminer le plus possible. Et donc tous ces gens qui ont travaillé avec le plus grand zèle pour Staline en Espagne, hein, et qui ont fait prolonger la guerre d'au moins 18 mois, tous ces gens disparaissent les uns après les Mhm. autres. Ils rentrent à Moscou pour prendre une balle dans la tête. Mhm. C'est du plus pur Staline. Et il a Et, liquidé, vous dites, il a liquidé les liquidateurs. Et c'est oui, encore aujourd'hui une source de questionnement, parce qu'il a liquidé ceux qui, a priori, l'avaient fidèlement servi. c'est exactement ça. Et il aurait voulu faire la même chose avec Alexandre Orlov, d'ailleurs, qui, pour une fois, s'est montré plus malin que lui. Mm. Il y en a pas beaucoup qui se sont montrés beaucoup plus malins que Staline, hein. Il y a Tito, par exemple, et qui ont survécu, pour le dire, bien sûr. Mm. Le jour où les caisses d'or sont arrivées à Moscou, Staline aurait eu en privé cette phrase que je citais tout à l'heure dans mon récit: les Espagnols ne verront plus jamais leur or, aussi vrai qu'ils ne verront pas leurs oreilles. C'est avéré, elle est sourcée. Est-ce que ça signifie que donc que l'or, Oui, le vol de l'or espagnol était prémédité par Staline? oui, enfin, c'est prémédité à partir du moment où il a été au courant. Ce sont ses agents qui, sur place, lui ont dit, ben voilà, il y aurait peut-être une bonne occasion à la faveur du désordre. Là, il y aurait quelque chose de bien. Et évidemment, ce sont les Espagnols eux-mêmes qui sont tombés dans le piège, puisqu'après tout, c'est eux qui ont proposé de mettre l'or en sûreté, Mhm. à la fois pour acheter des armes, mais surtout pour que les franquistes ne les aient pas. Mm. Est-ce que Staline avait un agenda secret en Espagne? Euh, Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'était d'en faire une république soviétique. mm. Et dire, il y a pas, même après la Seconde Guerre mondiale, toujours scandalisé par le fait qu'il a raté son coup en Espagne, il pensait qu'il pourrait retourner les Alliés contre Franco et à la faveur de ça refaire ce qui avait échoué en 36-39. Et c'est même pour ça que il a dit que on n'avait pas retrouvé le cadavre d'Hitler, d'ailleurs que Hitler était bien vivant et qu'il était en Espagne. L'idée, c'était de retourner les Alliés contre Franco, puisque si Franco avait donné l'asile à Hitler, alors là, ça, évidemment, ça aurait déclenché. Ah oui. Donc, Ouais. vous voyez, c'est quelqu'un non seulement de particulièrement rusé, mais qui ne renonçait jamais. Oui. Pour terminer, François Kersolini, avec l'exfiltration de ces pièces d'or espagnoles vers Moscou en 1936, c'est aussi évidemment le début de 3 ans de guerre civile en Espagne, puis de 36 ans de franquisme. Quel aurait été le rôle de Staline dans cette période terrible pour les Espagnols? C'est-à-dire, il poursuivait euh, la même vision de vouloir imposer le communisme en Espagne. Oui, bien sûr. Et en plus, toutes ces armes, bon, payées à très gros prix, c'était quand même une escroquerie, c'est vrai, mais ça a prolongé la guerre, évidemment, de plus d'un an. Parce que sans ces armes soviétiques, même mauvaises, les républicains n'auraient pas tenu tout ce temps-là. Mm. Ils se seraient probablement effondrés dès 1937. Et évidemment, ça aurait changé le cours de l'histoire. Probablement, oui. Mm. Oui, oui.
Merci beaucoup François Kersaudy de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du plus grand hold-up de Staline. Je rappelle votre dernier livre, 10 faces cachées du communisme, paru chez Perrin. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.